Bonjour à tous, en tout cas rebonjour, bienvenue donc à ce web café PGSSE, cette deuxième édition. Donc on est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième web café. Donc je vous propose de démarrer, hein, les gens vont nous rejoindre progressivement. Donc simplement pour ce web café, hein, simplement pour vous dire que c'est la deuxième édition. On avait déjà fait un petit webinaire de ce type en juillet dernier. Donc, il était sur la qualité microbiologique de l'eau potable et les bonnes pratiques de désinfection. Et c'est vrai que ce format a plutôt bien marché, ça vous a bien plu. Donc, ce format va perdurer. On aura des web cafés régulièrement cette année 2023. Chloé, ma collègue, vous en parlera tout à l'heure. Simplement, avant de démarrer aussi ce web café, vos micros et vos caméras sont coupés, hein. Seuls les présentateurs et les intervenants pourront activer leur caméra et leur micro. C'est simplement qu'on attend plus d'une centaine de personnes, donc pour la fluidité, on va dire, du webinaire, les caméras et les micros sont coupés. Et donc, vous pourrez vous poser vos questions en utilisant la conversation du web café. Hein, il y a un icône conversation. Et donc, vous pouvez poser vos questions, faire des remarques au fur et à mesure. Et donc, nous, on traitera ces remarques et les questions au fur et à mesure, puisqu'on a prévu, après chacune des interventions, un petit temps d'échange. Voilà pour ça. Euh, donc oui, je vous l'ai dit, hein, le webinaire est enregistré, le replay sera disponible prochainement. Au niveau du programme, donc normalement il apparaît sous vos yeux. On aura une introduction donc, de ma collègue Chloé Cavreau qui vous représentera, en tout cas si c'est nécessaire, la communauté PGSSE et vous indiquera aussi quelques échéances que nous avons en 2023. Ça serait intéressant d'avoir vos retours sur ces échéances. Nous aurons donc ensuite une présentation des éléments d'information relatifs à la transposition de la directive européenne eau potable, donc toute récente. Et donc c'est Nicolas Reynaud, hein, que vous connaissez toutes et tous, qui fera cette présentation donc, pour l'ARS Grand Est, avec un focus vraiment sur les PGSSE. Et puis, comme cela avait été le cas lors du premier Web Café, nous aurons 2 retours d'expérience de collectivités territoriales donc de la région. Donc en tout cas, on les remercie vraiment de participer à ce webinaire et de faire ces retours d'expérience. Et donc nous aurons André Favre, donc le maire de la commune de Loisy, donc en Meurthe-et-Moselle, et Valérie Savet, donc du SDEA, responsable métier production eau potable, qui nous présenteront en tout cas les démarches qui sont mises en place donc, pour ces deux collectivités donc, concernant la protection des captages d'eau potable. Je pense que j'en ai fini en tout cas sur cette petite introduction. N'hésitez pas à utiliser la conversation hein, si jamais vous avez des soucis, des questions ou des remarques. On prendra les questions au fur et à mesure. Et puis, je vais laisser la parole donc, à Chloé, donc ma collègue, pour une petite introduction, un rappel de quelques échéances. Donc Chloé, tu peux prendre le contrôle de la présentation. Je te laisse la main. Oui, merci Clément. Donc, je vais juste prendre le contrôle. Voilà. Alors, donc avant de laisser la parole aux intervenants, je vais simplement vous donner quelques informations concernant la suite de notre action de promotion des PGSSE dans le Grand Est en partenariat avec l'ARS. Donc en 2023, nous allons organiser plusieurs types d'événements sur le sujet des PGSSE et plus largement sur la qualité sanitaire de l'eau. Donc nous avons prévu de programmer déjà plusieurs web cafés comme celui-ci, donc c'est-à-dire des petits temps d'1 h 30 environ, pendant lesquels nous traiterons des sujets techniques en lien avec la qualité sanitaire de l'eau potable, comme aujourd'hui avec le PGSSE ressources et la protection des captages. Donc nous allons essayer de prévoir ces webinaires une fois par trimestre environ. Et donc le prochain web café aura lieu aux alentours du mois d'avril. Donc nous vous communiquerons toutes les informations sur la date et le sujet quand ils seront fixés. Le but de ces webinaires, c'est de traiter des problématiques que vous rencontrez, vous, en tant que PRPDE. Donc, je vous invite vivement à nous communiquer, soit dans le chat, soit par retour de mail, des sujets que vous aimeriez
vous aimeriez voir traiter lors de ces webcafés. Ensuite, nous sommes en réflexion pour organiser une journée technique dédiée à la qualité sanitaire de l'eau, avec à la fois des sujets traités assez généraux, et aussi des focus techniques dans le but de créer de l'échange au sein des PRP2 de la région autour des thématiques des PGSSE et de l'eau potable de manière générale. Donc cette journée aura lieu au mois de mai et de nouveau, vos référents de l'ARS se tourneront vers vous pour vous donner toutes les informations concernant cette journée lorsque le programme sera fixé. Et enfin, notre PGSSE Tour aura droit à une édition 2023. Donc pour rappel, ce sont des ateliers PGSSE que nous réalisons en présentiel sur les territoires de la région, au plus près des collectivités, afin de leur faire découvrir la démarche PGSSE, grâce notamment à des retours d'expérience. Donc en 2022, nous avions été dans les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes et la Marne. Et le prochain atelier aura lieu donc dans le Haut-Rhin. Il avait été déplacé à cause des conditions météorologiques. Et donc en 2023, nous essaierons d'aller sur des territoires où nous ne sommes pas déjà allés. Il y aura aussi des formations PGSSE organisées par le CNFPT, mais ça, je laisserai Nicolas Reynaud de l'ARS vous en parler plus en détail. Pour terminer, je vais vous faire un petit rappel rapide sur la communauté PGSSE du Grand Est que nous avons lancée donc, au mois de juillet dernier lors du premier webcafé. Donc, elle a pour objectif de créer une dynamique collective et de permettre à ses membres d'y trouver des conseils, des retours d'expérience et des ressources documentaires. Donc, l'accès est toujours gratuit et réservé au PRP2 du Grand Est et l'inscription se fait via le site Idreos. Donc, cette communauté s'agrandit petit à petit puisque lors de son lancement, pendant le premier webcafé, elle comptait environ une cinquantaine de membres et aujourd'hui, on en a plus d'une centaine. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre si cela vous intéresse. Il s'agit donc d'une plateforme sur laquelle vous pourrez retrouver un certain nombre de ressources documentaires et méthodologiques, ainsi que des informations sur les actualités en lien avec les PGSSE. Et nous publions également sur cette plateforme les replays de nos webinaires sur le sujet des PGSSE. Donc, vous pourrez y retrouver bientôt le replay du premier webcafé sur la qualité microbiologique et les bonnes pratiques de désinfection, et puis le replay de ce webcafé d'aujourd'hui. Voilà. Merci Chloé pour ces rappels. Donc vous pouvez déjà prendre note et noter, en tout cas quelque part qu'il y aura une journée technique sur la qualité sanitaire de l'eau, donc organisée par Idreos et l'ARS Grand Est, donc en mai. On est en train d'affiner, en tout cas de régler, on va dire, les détails logistiques, notamment au niveau de la salle. Et dès que, en tout cas, là, nous aurons l'info que ça sera validé, on pourra vous transmettre ces informations, en sachant que si vous êtes, en tout cas, vous faites partie de la communauté, vous recevez les informations directement. Ça nous permet de vous envoyer justement les infos en direct. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de la communauté. Voilà, et puis évidemment, hein, Chloé l'a dit, les webcafés, l'idée c'est d'en faire un par trimestre. Et nous, donc on a des idées de sujets évidemment avec l'ARS, mais c'est vrai qu'on est vraiment intéressé par le fait que si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors de ces webcafés, on est bien sûr preneur et vous pouvez nous envoyer soit un mail, soit dans le chat aujourd'hui en nous faisant un petit mot pour nous dire voilà des sujets qui vraiment vous sembleraient vraiment pertinents à aborder. Et puis les cafés, comment dire, les ateliers de terrain, on en a déjà fait 4 cette année et on en a encore un, voilà, pour terminer la première, on va dire la première série en février. Mais en 2023, effectivement, il y aura d'autres ateliers PGSSE pour continuer, on va dire, à sensibiliser sur cette thématique. Je ne vois pas de remarques ou de questions dans le chat, donc ça veut dire que Chloé a été claire et limpide. En tout cas, on reste à disposition si, voilà, si des questions vous reviennent. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet avec donc ce que je disais tout à l'heure, Nicolas Reynaud, donc de l'ARS Grand Est, qui va nous présenter des éléments d'information relatifs à la transposition de la directive européenne eau potable, avec un focus vraiment sur les PGSSE
Nicolas, je vois que tu as activé ta caméra, donc je te laisse la main. C'est à toi, tu peux prendre le contrôle. Alors Nicolas, on ne t'entend pas. Alors je ne sais pas si c'est uniquement moi, mais peut-être un petit souci de micro, de son. 1, 2, 1, 2. Ah, Je viens de changer de micro. ça y est, voilà, c'est bon. Super, Nicolas. Très bien. Et donc, bonjour à tous. Désolé de ce petit contretemps. Merci Clément, merci Chloé pour cette introduction. Donc, moi, je vais vous faire une présentation, un petit focus sur les PGSSE. Donc, normalement, j'ai pris le contrôle. Voilà. Donc, en toute franchise, les textes viennent de sortir. Je n'en connais pas le contenu parfaitement sur le bout des doigts encore. Et nous allons avoir, nous l'espérons, des instructions, des notes d'information de la DGS pour nous les commenter, nous les expliciter plus précisément. Donc là, ce matin, je vais vous proposer voilà, une interprétation selon ma première lecture, si jamais vous n'avez pas déjà lu vous-même ces nouveaux textes, et je vais vous parler plus précisément des textes qui concernent les PGSSE et pas l'ensemble de la transposition, même si je vais vous éclairer un petit peu sur tout le reste. Donc, c'est tout petit, je n'arrive pas à lire ma présentation, donc ça va être compliqué. Mais juste pour vous rappeler que donc il y a des formations CNFPT, je vais changer d'écran. Vous allez me voir de profil, mais c'est pas grave. Donc il y a des formations qui sont en cours en 2023 avec le CNFPT. Donc on organise 3 sessions, une à Épinal, une à Metz et une à Reims. Elles sont réparties sur le premier semestre, donc de mars à juillet et août. Et donc, je vous invite vivement à vous y inscrire. Il y a les contacts qui sont mis à l'écran. On vous les transmettra avec la présentation. Et c'est très important de se former puisque la formation, on l'a vu dans les rétextes, c'est généralement le déclencheur du lancement de la procédure PGSSE, de la démarche. Pour bien se l'approprier, une formation, c'est quand même important. Également, il y aura en cours de préparation une journée d'actualité avec le CNFPT le 12 mai. Alors, ça n'a rien à voir avec la journée technique qui sera organisée par l'ARS et Hydreos. La journée d'actualité sera un focus sur la protection des captages et vous donner toutes les clés liées à la protection des captages, que ce soit les procédures environnementales, les procédures code de la santé, pour protéger les captages. Donc ça, c'est le CNFPT, donc inscription obligatoire également. Et enfin, en préparation également, au cours du mois de juin, sans doute, une formation. Alors ça, là, ce sera une formation avec l'ENGES, très technique, sur comment on monte un PGSSE, 2-3 jours. Voilà, donc un ensemble d'événements et de formations pour vous accompagner et vous préparer pour vos PGSSE. Alors, j'attaque maintenant directement la transposition, s'il n'y a pas de questions sur les formations. Et donc, cette transposition, elle a eu lieu très récemment. Ce sont des arrêtés, une ordonnance et des décrets qui ont été publiés en décembre et qui entrent en vigueur en janvier. Donc, ils viennent tout juste d'entrer en vigueur. Il y a presque une vingtaine de nouveaux textes qui viennent modifier des textes existants et ou qui sont des nouveaux textes qui sortent complètement en nouveauté. Les principales nouveautés. Alors, on ne va pas parler de tout aujourd'hui, mais il y a un point qui est assez nouveau et sur lequel vous devrez être attentif en tant qu'exploitant, c'est l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est une des grandes nouveautés de la directive et il va vous être demandé, et je vais vous dire très rapidement, mais sans rentrer dans les détails, de faire un diagnostic d'accès à l'eau, c'est-à-dire que tous les publics et toutes les populations doivent pouvoir avoir accès à l'eau sur vos territoires, que ce soit, je caricature, mais un bidonville doit avoir accès à l'eau, que ce soit les touristes qui promènent dans la rue doivent avoir accès à l'eau, et donc il faut pouvoir mettre à disposition des bornes fontaines en différents points, et il faut faire un diagnostic de cet accès à l'eau d'ici à 2025 et des travaux effectifs d'ici à 2028 au plus tard.
Une autre nouveauté, ce sont qu'il y aura des nouvelles limites et références de qualité. Ces limites et références de qualité sont applicables dès à présent, mais attention, si vous prenez l'arrêté qui redéfinit les limites et références de qualité, vous avez des paramètres que vous ne connaissez pas, ou en tout cas qui ne sont pas actuellement suivis par le contrôle sanitaire. Donc c'est normal, puisque tous ces nouveaux paramètres seront à rechercher au plus tard en 2026. Donc, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à cette transposition de la directive européenne, c'est qu'il y a une entrée en vigueur progressive de tous les textes. Ils sont applicables aujourd'hui, mais les échéances sont échelonnées d'ici à 2026, 2028, voire 2029 pour les PGSSE, comme on va le voir. Tout n'entre pas en vigueur tout de suite. Également, par rapport à la surveillance qui vous est demandée, au titre de l'exploitant d'eau potable, cette surveillance, dans les premières lignes de l'arrêté surveillance, qui est un nouvel arrêté, c'est indiqué que cette surveillance s'applique suite à la mise en œuvre d'une analyse des dangers, donc un PGSSE. Donc, faut-il entendre que la surveillance est attendue à l'horizon 2027-2029 quand vous aurez un PGSSE, mais cet arrêté s'applique tout de suite. Également, il y aura des modifications côté ARS, puisqu'il va y avoir de nouvelles modalités du contrôle sanitaire avec des nouveaux types d'analyse, des nouveaux lieux de prélèvement, des nouvelles fréquences appliquées en lien avec la directive européenne. Et enfin, si on en vient sur les PGSSE, donc il y a le fameux PGSSE qui va de la zone de captage à l'amont du branchement privé, qui vous concerne directement avec des échéances 2027-2029, comme je l'ai déjà évoqué à différentes occasions, et se poser la question du PGSSE intérieur. Donc il y a un arrêté spécifique. Il semble que le PGSSE sur les réseaux intérieurs relève de la responsabilité de l'exploitant de l'ERP et uniquement de certains ERP de plus de 50 personnes, avec une échéance de mise en œuvre à 2029. Donc, ça fait l'objet d'un arrêté spécifique dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais ça peut vous éclairer sur votre responsabilité vis-à-vis du périmètre d'application du PGSSE. Alors, bien entendu, on va essayer de vous faire, courant du premier semestre 2023, une communication spécifique sur tous ces enjeux de la transposition de la directive européenne, des nouveautés, et surtout, ce qui est peut-être important, c'est le planning de la mise en œuvre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette transposition et de tous ces nouveaux textes, le PGSSE est l'objet central, c'est l'articulation et la mise en cohérence de tous les textes, puisque du PGSSE, vous allez découler une surveillance, les laboratoires, le contrôle sanitaire vont être fonction de votre PGSSE, les exigences de qualité doivent être prises en compte dans le PGSSE, la protection des captages, ça fait partie des PGSSE, tous les matériaux, produits et procédés utilisés doivent être aussi visités dans le cadre du PGSSE. Donc on voit bien que le PGSSE, c'est le centre du dispositif réglementaire, et le PGSSE incombe à la personne responsable de la production et distribution de l'eau. Donc vous êtes bien replacé en tant qu'exploitant au centre du dispositif réglementaire qui vient graviter autour du PGSSE. Donc par rapport à la transposition, et là je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas vous endormir trop tôt, donc le code de la santé publique, je vais balayer les nouveaux textes, mais les éléments importants, et j'essaie de vous les commenter rapidement. Donc, et en commençant par le code de la santé. Le code de la santé, donc, il est modifié via une ordonnance et 2 décrets qui ont été publiés en décembre 2022. Donc, juste une petite attention, tous ces textes qui sont sortis sont des textes modificatifs. Donc, si vous lisez le texte modificatif, c'est très difficile à lire puisqu'il va vous dire article 2, le mot « et » est remplacé par « mais ». Ah, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous invite à aller sur Légifrance, à regarder le Code de la santé publique actualisé aujourd'hui, et où tous les textes, tous les arrêtés qui sont sortis et qui modifient des arrêtés existants, d'aller chercher l'arrêté modifié et de prendre sa version à jour pour avoir un texte consolidé. Si vous prenez le texte modificatif, vous n'aurez qu'une partie des documents, et donc c'est très compliqué à lire. Donc tout ça pour vous dire que le Code de la santé donc, est modifié, et aujourd'hui, si on prend les articles législatifs ou réglementaires, les législatifs c'est la portée de la loi, donc ce sont des textes, des articles de portée générale, les articles réglementaires viennent préciser les textes législatifs. Donc l'article L131.4 rappelle dans son 7e alinéa qu'il faut élaborer et mettre en œuvre
Voilà, un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux sur toute partie de la chaîne de production dont la PRP2 est compétente. Et donc, voilà, c'est écrit en dur maintenant que vous devez lancer des PGSSE. Ça s'applique dès à présent, même si on verra plus tard qu'il y a des échéances pour finaliser. L'article R1321-22.1 nous donne le périmètre d'action, donc nous dit bien que c'est depuis la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution. C'est ce que je vous disais juste avant. La partie réseau intérieur, PGSSE intérieur, relève de l'exploitant de l'ERP. Et vous allez devoir élaborer, mettre en œuvre, mais surtout évaluer et mettre à jour le plan de gestion. On est bien sur une démarche, on n'est pas sur une étude à un point donné, à un moment donné. Il faut vraiment la faire vivre, l'évaluer et la mettre à jour sur l'ensemble du dispositif. Alors, petite précision tout de même, c'est que la zone de captage, et c'est précisé dans le texte, représente l'aire d'alimentation du captage. Donc, dans l'idéal, la zone de captage, c'est l'aire d'alimentation de captage. Mais si vous n'avez pas d'aire d'alimentation de captage, ce qui est possible, et c'est qui est la majorité des cas, à défaut d'aire d'alimentation de captage, vous pouvez commencer votre PGSSE sur le périmètre de protection éloigné. Si vous n'avez pas de périmètre de protection éloigné, vous ferez votre PGSSE sur la zone de périmètre de protection rapproché, que vous élargirez au territoire des communes qui sont inclus dans ce périmètre. Donc, vous faites un PPR élargi. Et à défaut de PPR élargi, vous allez vous contenter des communes d'implantation, du banc communal des communes d'implantation de vos captages. Dans l'idéal, du coup, ça signifie tout de même qu'il faut envisager à terme de connaître l'aire d'alimentation de son captage pour appliquer au mieux la démarche qualité. Et donc, ça peut faire partie des plans d'action d'améliorer la connaissance et donc la connaissance de l'aire d'alimentation. Le Code de la santé nous dit après que tout ça est précisé dans des arrêtés, et donc c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. J'essaie de vous rentrer dans le détail de l'arrêté PGSSE. Et un autre point important, c'est que s'il y a plusieurs personnes compétentes, donc on prend l'exemple d'un syndicat de production qui livre de l'eau à des communes qui font la distribution, chacun doit faire le PGSSE sur sa partie et chaque partie doit communiquer entre elles pour avoir un PGSSE global cohérent. Et enfin, première exemption dans ce texte, les petits distributeurs, fournisseurs d'eau de moins de 10 mètres cubes jour sont exemptés de faire un PGSSE. Alors 10 mètres cubes jour, ce n'est pas beaucoup. Donc vous n'êtes très certainement pas concerné par l'exemption. Ce qui est important aussi, c'est que les PGSSE, leur avancement, feront l'objet d'un rapportage à la Commission européenne. Donc la France est engagée aussi à informer la Commission européenne de l'avancement et de la bonne élaboration des PGSSE en France. Donc si on rentre un petit peu dans les articles de l'arrêté du 3 janvier 2023 relatif au PGSSE, que vous avez peut-être déjà vu ou pas, puisqu'il a été publié au journal officiel seulement la semaine dernière, le 11 janvier. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Et je vais vous balayer très rapidement les articles. Le but, ce n'est pas de tout vous dire, mais vous le lirez très certainement, tranquillement, à tête reposée. Premier article, c'est un rappel de définition, un danger, un événement de danger, un risque, une mesure de gestion. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Vous lirez les définitions. Il faut bien comprendre que le risque, finalement, c'est une probabilité de survenue d'un événement dangereux. Donc, c'est ça qu'on va évaluer, c'est la survenue de ces risques dans le cadre des PGSSE. Et les mesures de gestion, la mesure n'est pas nécessairement une analyse où on ne compte pas faire seulement quelque chose dans une mesure, c'est bien une action, quelque chose qui est mis en œuvre pour maîtriser, diminuer ou éliminer un danger. Donc l'article 2 nous rappelle le périmètre d'action et la responsabilité vis-à-vis de notre PGSSE. Donc on l'a déjà dit, si plusieurs PGSSE, si plusieurs responsables sur la ligne de production jusqu'à la distribution, eh bien, plusieurs PGSSE seront à faire, ils devront être cohérents, et donc les parties doivent communiquer entre elles, et à l'ARS, on doit avoir donc l'ensemble des PGSSE qui correspondent depuis la zone de captage jusqu'à la distribution. Le PGSSE, c'est bien une évaluation des risques qui entraîne des mesures de gestion, donc des actions pour maîtriser ces risques ou les éliminer, et également une surveillance. La surveillance qui va permettre de vérifier que les mesures de gestion sont adaptées
à la maîtrise des risques. Le PGSSE, c'est bien deux parties, deux grandes parties que l'on peut diviser avec la zone de captage. Donc la zone de captage, ce sera le territoire sur lequel l'eau coule et arrive à vos captages. Et la partie production-distribution englobe a priori le prélèvement, de ce que j'en comprends. Et donc, on va être plutôt sur la partie installation. Alors la frontière est un petit peu floue entre la zone de captage et la partie production-distribution, puisque le PPI qui est clôturé et qui englobe les installations de prélèvement, c'est un petit peu le territoire, mais les installations elles-mêmes, le forage en lui-même, c'est plutôt une installation, donc il n'est pas dans la zone de captage. La limite est floue, donc ce sera à vous de gérer cette limite, même si, dans tous les cas, le PGSSE global doit prendre en compte depuis l'amont jusqu'à l'aval, et donc cette limite n'a pas d'existence réelle. Également, on nous rappelle que le PGSSE doit prendre en compte les enjeux quantitatifs si c'est une source de danger, voilà, mais on sait très bien que la quantité étant finement liée, intimement liée à la qualité, il faudra nécessairement en tenir compte ou au moins l'envisager. Donc l'article 3, donc il y a une dizaine d'articles, mais vous allez voir, ça va aller vite à la fin. Hein. L'article 3, nous rappelle à quoi sert un PGSSE. Donc c'est bien d'analyser l'ensemble des risques potentiels de toute nature, qu'ils soient ponctuels ou diffus. Donc on est bien sur l'ensemble des risques potentiels, qu'ils soient accidentels, volontaires, etc. Pour prévenir, éliminer ou réduire le risque. Donc on ne vous demande pas de tout éliminer, bien entendu, mais tout du moins de savoir ce que vous pouvez faire pour le réduire et ou préserver la santé de vos consommateurs si jamais le risque est avéré, survient et que vous n'avez aucun moyen de maîtrise. L'information de la population sera votre moyen de maîtrise. Et bien entendu, vous allez devoir intégrer les limites et références de qualité, donc toutes ces nouvelles limites et références de qualité. Il y a également des valeurs indicatives, hein, donc c'est un terme que vous devez connaître si vous avez par exemple des pollutions diffuses de type pesticides et métabolites. Il va falloir aussi intégrer toutes les surveillances au titre du Code de l'environnement, substances prioritaires, substances dangereuses, micropolluants, l'état écologique de votre source, etc. Donc ce sont des données qui sont récupérables auprès de l'agence de l'eau, de l'ADREAL, etc. Donc tout ça, il faut pouvoir l'intégrer par rapport à votre source. Bien sûr, vous allez devoir intégrer l'état naturel de votre source. Hein. Si votre source est contaminée en arsenic, en sélénium, en sulfate et autres paramètres naturels, il faut pouvoir les gérer. Vous allez devoir également intégrer le programme de vigilance. Alors ça, c'est une nouveauté également de la transposition. Aujourd'hui, il n'y a que 2 paramètres dans la liste de vigilance qui sont des perturbateurs endocriniens, donc le bêta-œstradiol et le nonylphénol. Cette liste de vigilance, peut-être que votre source n'est pas concernée, hein, mais en tout cas, il faut en tenir compte et cette liste de vigilance devrait être incrémentée au fil des années, au fil des connaissances, par rapport à des polluants émergents. Et également, tout autre danger que vous identifierez sur votre ressource, sur vos réseaux, devront être pris en compte. Donc, l'autre aspect qui est important dans cet arrêté et qui est soulevé dans le cadre de l'arrêté PGSSE, dans l'article 4, c'est qu'on est bien sur un plan d'action concerté avec les acteurs du territoire. Donc, rappel tout de même, c'est qu'un PGSSE ne crée pas de règles de droit. Le PGSSE ne vous donne pas de compétences nouvelles pour interdire des usages. En revanche, le PGSSE vous invite à faire le point avec l'ensemble des acteurs de votre territoire, qu'ils soient agriculteurs, industriels, artisans, particuliers, usagers, simples usagers et simples personnes de passage sur vos territoires, pour définir avec eux les moyens de maîtrise, l'acceptabilité, la faisabilité technico-économique de toutes les mesures de gestion que vous mettrez en place au fur et à mesure du temps, peut-être pas tout d'un coup, mais au fur et à mesure du temps. Et donc, vous allez devoir tenir compte de tout ça pour que votre eau distribuée, bien entendu, n'engendre pas de risque pour la santé, que vos traitements soient efficaces, bien entendu, et que vous preniez aussi en compte tous les résidus et les sous-produits du traitement de l'eau. Vous avez certainement entendu parler lors du premier web café des sous-produits de la désinfection. Donc, il faut limiter les sous-produits tout en maîtrisant la désinfection, en sachant qu'au fur et à mesure des années vont arriver l'analyse de nouveaux sous-produits de désinfection dans le cadre de cette directive européenne. On en avait parlé
lors du premier webcafé. Tout ce qui est produits et matériaux en contact avec l'eau, bon, ben voilà, ce n'est pas une nouveauté, mais ils sont inscrits dans le Code de la santé publique et donc il faudra respecter ces modalités. Et on vous invite, dans le cadre du PGSSE, à mettre en œuvre des procédures, des protocoles et des formations qui seront en lien avec l'évaluation des risques et les mesures de gestion que vous allez mettre en œuvre dans votre PGSSE. Donc, c'est une action, le PGSSE, c'est une action concertée et formalisée avec des procédures. L'article 5, ça fait beaucoup de choses, mais l'article 5 rappelle également la surveillance attendue de la part de l'exploitant. Comme on l'a dit, il y a un arrêté spécifique qui va définir la surveillance minimale de l'exploitant. Donc, c'est un arrêté modificatif du 30 décembre 2022. Et donc, comme je vous le disais, c'est écrit dans les premières phrases que le programme de test et d'analyse de la surveillance prévu au Code de la santé est défini sur la base d'une analyse de danger. Alors, je ne sais pas aujourd'hui exactement comment il faut interpréter cela. L'arrêté s'applique aujourd'hui, mais le programme doit être suivi, doit suivre en fait le PGSSE. Donc, voilà, on ne va pas vous exiger tout de suite d'avoir ce programme de surveillance. C'est ce que j'en comprends. Néanmoins, la surveillance qui est attendue de votre part, c'est à la fois cette surveillance minimale demandée par l'arrêté du 30 décembre 2022, mais également tous les paramètres liés à l'évaluation des risques propres à votre exploitation, et puis tous les indicateurs que vous mettrez en œuvre pour vérifier le bon suivi de vos installations, mais aussi l'efficacité de vos mesures. On ne nous demande pas forcément, quand on dit surveillance, ce n'est pas forcément de la surveillance analytique, mais vous pouvez avoir le suivi également d'autres indicateurs pour vérifier que tout votre process et votre démarche qualité fonctionnent et qu'il n'y a pas de dérive. Et donc, ce plan de surveillance global, analytique, paramètres, indicateurs, efficacité ou non des solutions, doit être décrit dans le cadre du PGSSE et dans la partie plan de surveillance. Et vous mettrez également, surtout, en particulier, les paramètres, les indicateurs, les points de prélèvement et leur localisation éventuellement, s'il y en a, et la fréquence de ces prélèvements et comment ils sont suivis. Et regardez, ce n'est pas le tout de faire une analyse régulièrement. S'il n'y a pas un bilan qui est fait régulièrement pour savoir si les analyses que je fais sont conformes, non conformes et quelles actions je dois mettre en œuvre derrière, ce n'est pas une démarche qualité. Je finis avec les articles 6 à 10, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est presque fini. Donc, ce sera le 12 janvier 2029. Donc, tous les exploitants d'eau potable de France devraient avoir un PGSSE adopté, donc finalisé, déjà bouclé au 12 janvier 2029. Dans cet arrêté, il nous est mentionné qu'il y a des premiers éléments à transmettre pour le 1er avril 2027, notamment la partie PGSSE liée à la zone de captage. Donc pour 2027, il faudra informer l'ARS et le préfet de la partie zone de captage, mais également de l'avancement de l'élaboration de votre PGSSE global. Et il y aura ensuite une information périodique à faire de l'ARS. Alors, à voir comment ce sera fait. Je n'ai pas les détails encore, mais cette information périodique sur le bon avancement et l'élaboration du PGSSE devra être faite chaque année avant le 1er avril. Et pour la partie captage, il faudra le faire au moins tous les 6 ans. Donc, ce dispositif d'information n'est pas très clair aujourd'hui, et on vous le dira quand on en saura un petit peu plus. Il est également indiqué que vous ne fournirez pas votre PGSSE complet, mais un résumé, et que ce résumé, vous le fournirez à l'ARS et au préfet, mais également, vous devrez le mettre à disposition du public pour que vos usagers, vos consommateurs connaissent votre démarche qualité. Donc, ce résumé ne devra pas contenir des éléments sensibles, bien entendu, mais il sera mis à disposition du public. Et enfin, pour la révision, donc, comme on l'a dit, c'est une évaluation, une révision au moins tous les 6 ans, mais il est bien indiqué que si jamais il survient un incident, si jamais vous avez de nouvelles connaissances, par exemple, vous délimitez votre aire d'alimentation de captage, c'est peut-être l'occasion de réviser votre PGSSE sans attendre les 6 ans, puisque vous avez une nouvelle donnée, une nouvelle connaissance qui peut incrémenter votre PGSSE.
Donc, à la vue de nouvelles connaissances ou d'événements qui surviendraient et que vous n'aviez pas prévus, il faudra réviser votre PGSSE et donc, à chaque révision ou chaque année, informer l'ARS des éventuelles modifications de votre PGSSE. Cet arrêté précise enfin les exemptions possibles des PGSSE. Donc, comme on l'a dit, exemption totale de PGSSE pour les petits fournisseurs d'eau de moins de 50 habitants ou moins de 10 mètres cubes jour en moyenne. Et certains exploitants pourront être aussi exemptés pour partie du PGSSE. Alors, pour ceux qui n'ont qu'un simple périmètre de protection immédiate, c'est-à-dire qu'il y a eu une procédure simplifiée et qu'il n'y a pas eu la nécessité de faire des périmètres de protection rapprochés et éloignés, vous pourrez être exempté du PGSSE partie zone de captage, puisque votre dossier de simplification, de procédure simplifiée, correspondra à la partie analyse du danger sur la ressource. Et ça démontre normalement qu'il n'y a pas de danger sur votre ressource. Donc ça fera office 2. Et pour les petits producteurs de moins de 500 habitants ou moins de 100 mètres cubes jour en moyenne, et à condition que l'eau soit conforme, donc conforme aux valeurs en eau distribuée, et sans risque de dégradation, il n'y aura pas d'obligation de faire le PGSSE sur la partie production-distribution, mais vous devrez démontrer tout de même la maîtrise des risques sur la partie ressources. Alors, ces exemptions sont possibles et sur demande, bien entendu. Ce n'est pas acquis. Il y aura une analyse de l'ARS pour vous dire si vous avez droit ou pas à cette exemption. Donc, j'en ai terminé pour la partie réglementaire. Comme je vous l'ai déjà dit, on attend des instructions de la DGS ou des notes d'information pour une mise en œuvre précise de ces dispositions. Et en toute dernière diapo, mais je ne vais pas la balayer, je vous propose les liens et les textes, on va dire, modificatifs d'intérêt pour aujourd'hui et dont je vous ai parlé petit à petit dans le cadre de cette présentation. Donc, merci beaucoup. J'arrête le partage et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Nicolas, pour tous ces éléments. Merci d'avoir on va dire, digéré déjà tous ces textes très récents et nous avoir fait on va dire, un résumé. Et on a bien compris qu'il y avait encore des choses à clarifier, on va dire, qui seront précisées. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, il y a déjà une question, mais voilà, vos questions, vos remarques, qu'on puisse les poser à Nicolas. Donc, on a une question. Bonjour à tous. Donc, merci pour ces infos. Est-ce que l'on a déjà des textes qui sont parus sur les évolutions relatives aux ACS / matériaux en contact avec l'eau? Merci d'avance. Oui, alors je crois, je ne sais plus si je l'ai mis dans la dernière diapo, mais peut-être pas dans celle-là. Je crois qu'on a un arrêté, il faut que j'aille vérifier, mais on a un arrêté matériaux en contact qui est sorti pour modifier. Donc, avant, il fallait des attestations de conformité sanitaire, donc ACS. Aujourd'hui, je crois que les dispositions sont écrites en dur dans le Code de la santé et dans l'arrêté, et donc le dispositif change un petit peu et il faut que les procédés soient agréés par des laboratoires agréés qui ont la compétence donnée par le ministère de la Santé pour agréer des procédés, et il n'y aura plus forcément d'ACS au cas par cas. Donc ça, il faut regarder l'arrêté. Je ne suis pas parfaitement au fait de la nouveauté, mais ça change également, oui. Merci beaucoup, Nicolas. Une question également. Donc, est-ce que d'autres textes sortiront dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il y a encore des textes qui vont sortir là? Alors, comme je vous le disais, normalement, la transposition, elle a été faite, elle devait avoir lieu avant le 12 janvier. C'était l'échéance réglementaire de la directive, puisque la directive de 2020, chaque État membre a 2 ans pour la transposer. Donc, elle a été sortie le 16 décembre. Il y a un délai de 15 jours. Donc, enfin, ça tombait grosso modo au 1er janvier, entre le 1er et le 12 janvier 2023. Il fallait que tout soit sorti. Donc, normalement, tous les textes de la transposition ont été publiés. Et donc, on les a tous aujourd'hui. Tous les textes définitifs sont publiés. Comme je vous l'ai dit, le dernier, enfin, celui qu'on attendait avec impatience, c'était celui de PGSSE, et il a été publié au journal officiel le 11. Donc, a priori, pas de nouveaux textes à sortir, mais des notes d'information ou des instructions pour nous commenter et nous expliquer comment on applique des textes, parce que ce n'est pas toujours très clair. Voilà, comme un texte réglementaire, toujours, ce n'est pas très très clair de comment on va faire vraiment.
pour l'appliquer, donc il nous faut encore des notes de précision. Eh bien, question supplémentaire, alors question assez précise. Dans le cas d'une collectivité qui a environ une quarantaine d'UDI avec 109 captages, pouvons-nous faire du cas par cas? Certaines zones sont exemptées et un PGCSE par UDI pour les autres? Point d'interrogation. Alors, a priori, non. À ce que j'ai compris, aujourd'hui, la directive, on parle de fournisseurs. Donc, quand on parle de fournisseurs, mais ça va faire l'objet, je pense, d'une précision dans la note d'information de la DGS ou dans l'instruction. Jusqu'à présent, à l'ARS et notre code de la santé français, il était comme ça, on parlait beaucoup de réseau, d'UDI, réseau de plus ou moins 500 habitants, par exemple, pour certaines dispositions. Là, la directive nous parle de fournisseurs d'eau. Et dans la transposition, c'est également le cas, on nous parle de fournisseurs. On ne nous parle plus de réseau de moins de 500 habitants. Ce qu'on en comprend en première lecture, c'est que, je prends la caricature, hein, pas la vôtre, parce que sans captage et autant de réseaux, c'est quand même assez surprenant, mais c'est voilà, un gros exploitant. Mais si on prend le cas d'un petit exploitant qui serait 600 habitants avec 2 réseaux de 300 habitants, ben, à mon sens, il ne peut pas être exempté du PGSSE. Jusqu'à présent, on aurait dit, ben, vous avez 2 petits réseaux de 300 habitants, ben, voilà, vous êtes concernés. Mais en fait, non. La directive européenne parle de fournisseurs d'eau. Donc, si vous êtes un fournisseur de plus de 500, même si vous avez 10 réseaux de 50 ou 10 réseaux de 60, vous devez faire un PGSSE. C'est comme ça qu'on le comprend aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Je vois plus de questions dans le chat. Voilà, on va attendre quelques secondes et dans tous les cas, voilà, on laissera un temps aussi en toute fin de webcafé s'il reste des questions. Si des questions vous reviennent, on pourra les reposer à Nicolas. Et on a bien noté aussi que, en tout cas, des précisions et des informations seront publiées sur le site de l'ARS au fur et à mesure, voilà, pour essayer de préciser certaines choses et de clarifier, on va dire, les textes, effectivement, qui sont parfois difficiles c'est difficile à tout comprendre, en tout cas au départ. Et donc, ça sera publié au fur et à mesure. Et sans doute, on fera un grand déballage, entre guillemets, lors de la journée technique avec vous, hein, si on fait ça au printemps, voilà, qu'on fasse une précision vraiment sur les points de détail de l'application qui seraient flous encore actuellement et de toutes les instructions que j'espère on aura d'ici là. Effectivement. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Donc, on va poursuivre. Donc, on va poursuivre avec la deuxième partie de notre web café et donc avec les retours d'expérience de collectivités territoriales avec deux retours d'expérience au programme. Et donc, l'idée étant de mettre en tout cas en perspective des actions de protection de captage d'eau potable avec le PGSSE. Voilà, Nicolas a beaucoup parlé de PGSSE ressources. Et donc, on va démarrer avec le retour d'expérience de Loisy, donc une commune de Meurthe-et-Moselle, avec Monsieur Favre, donc maire de la commune, qui va pouvoir nous partager son expérience. Bonjour. Bonjour. Donc, je serai accompagné dans la présentation par Sylvain Givleux. Et je vais parler sous contrôle de l'équipe qui s'occupe du PGSE sur la commune de Loisy. D'une partie de l'équipe, parce qu'il y en a qui sont au travail. Voilà. Ça y est, on a le premier. Non, c'est bon. C'est bon, c'est parti. C'est parfait, alors, on vous entend très bien. Pas ça, vas-y. Ouais. Oui. Alors, le contexte général, on va attaquer. On va essayer d'aller faire vite sur les diapos et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions à la fin. Alors, nous sommes un petit village de Meurthe-et-Moselle. On est situé entre Nancy et Metz. C'est pour simplifier, pour nous retrouver, c'est simple, c'est les stations-service sur l'autoroute A31. Donc, comme ça, vous pouvez assez facilement nous identifier. Nous exploitons nos sources en régie communale depuis le départ. Nous sommes entièrement en réseau gravitaire. Hein, et nous avions des contaminations historiques depuis les années 70. On a pris conscience de ça déjà dans les années 70 par les nitrates, donc irrémédiablement par les pesticides. Voilà. Alors pour nous, le PGSSE, c'est formaliser déjà ce que nous faisons déjà depuis des années, avec chaque fois qu'on analyse, et c'est toujours une étude gain-perte, et ensuite c'est les finances de la commune qui
qu'il nous faut y aller plus vite ou moins vite dans cette amélioration. C'est de manière à identifier toutes les améliorations au fur et à mesure. C'est s'appuyer sur les moyens techniques de la commune. Alors, c'est essentiellement les adjoints et puis des volontaires qui nous aident. Et ensuite, tout ce qui est travaux importants sur les captages, c'est irrémédiablement, c'est les entreprises, c'est les appels d'offres et les entreprises qui viennent nous seconder. Alors, nous sommes sur une butte témoin, ce qu'on appelle une butte témoin de Sainte-Geneviève. L'appui de fer est constitué de calcaire, polypier et bajocien et déboulis sur les marnes toaciens. Ça, c'est pour les professionnels. Pour moi, c'est bon, on a une butte avec de la flotte, quoi. Et notamment, c'est le trop-plein de ces cavités calcaires qui se déversent dans lequel nous mettons nos captages. Nous avions une forte vulnérabilité, c'est-à-dire qu'irrémédiablement, sur l'espace de 1 ou 2 ans, en cas de pollution nitrate, on l'avait, ou en cas de sécheresse dans l'année qui suivait ou l'année suivante, on avait irrémédiablement l'impact avec des montées de nitrate intempestives, quoi. Dû aux porosités des fissures et des fractures, et puis du peu de recouvrement des éboulis. Bon, donc, comme je vous l'ai dit, on travaille déjà sérieusement maintenant depuis 2000, là, on s'est vraiment remis dessus, très très fort. On a été classé en 2010 captage Grenelle, donc s'en est suivi une DUP en 2012 avec l'installation de plans de périmètres rapprochés, de périmètres éloignés, et puis de AAC, des zones d'alimentation de nos captages. En gros, on a ces 60 hectares, là, c'est beaucoup trop. 60 hectares, c'est notre périmètre rapproché. Le zone d'alimentation, en gros, elle est entre 200 et 300 hectares. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on en est là. Donc, l'occupation des sols, c'est essentiellement agricole. On a une commune, c'est la commune de Sainte-Geneviève. On a un petit peu de forêt et un tout petit peu de voirie. Voilà. Donc, en novembre 2019, nous avons été la plus petite commune pionnière à mandater dans le cadre du PGCSE. Et puis, on se posait la question, est-ce que c'était possible à notre niveau? On s'aperçoit que maintenant, oui, c'est possible à notre niveau, mais on le traite différemment, certainement, des grosses structures, quoi. Moi, j'ai fait une première formation en octobre 2020 au CNFPT à Nancy. Ensuite, il y a une équipe de volontaires qui travaille là-dessus. Ce n'est pas des réunions comme on peut l'imaginer, c'est quelquefois au coin du bureau de la mairie ou au coin d'une table autour d'un verre qu'on arrive à travailler sur le PGSSE et sur les améliorations de nos captages. On participe régulièrement au web séminaire organisé par Hydreos. Là également aussi, on va le voir, c'est Sylvain qui va intervenir derrière, mais on a beaucoup travaillé avec le kit de l'ATC. Et nous étions aussi une des premières communes avec le syndicat de la CEI à embaucher une mission eau pour nos captages. Ouais, voilà. Donc, du coup, dans le cadre de ces volontaires sur lesquels la commune elle a décidé de s'appuyer, parce qu'ils étaient intéressés, parce qu'on était intéressés, hein, on a pu avoir recours dans ce cadre-là à une stagiaire dans le cadre d'un projet tutoré en partenariat avec l'École nationale supérieure de géologie de Nancy. Donc, c'est Diane Lebailly qui a travaillé avec nous. Alors, c'est une intervention de courte durée dans le cadre des projets tutorés. On va dire 2 mois, une première session en décembre et une seconde session en mars 2022. Donc, c'était encadré par des personnes, des conseillers municipaux, puis par moi-même qui avait des contacts avec le NEG, puis qui suis hydrogéologue de formation. Donc, le choix de la démarche qu'on a fait, c'est d'avoir une approche vraiment technique pour ce PGSSE, pour essayer justement de comprendre un petit peu comment fonctionnait la ressource. Donc, d'une manière générale, ce stage, il a permis quand même de dynamiser, de faire progresser toutes les procédures qu'on voulait mettre en marche. Donc, Diane a beaucoup travaillé au recensement des différents documents techniques. Comme on le disait, ça fait depuis les années 60-70 que la commune de Loisiel s'intéresse à ces captages et notamment aux problématiques en lien avec les nitrates et les pesticides. Donc, il y a tout un tas de documentation papier qui était existante. Donc, il y a eu un premier recensement de ces différents documents avec notamment les DUP, les aires d'alimentation du captage et toutes les autres études. Ça a permis
de faire une première approche de l'évaluation semi-quantitative des risques. Donc, ça a été ça, typiquement, l'application de la méthode ATSE et de son énorme fichier Excel. Et le choix qu'on a fait, comme je vous le disais, c'était une approche vraiment basée sur les problématiques techniques et la ressource. Donc, on a décidé de prendre le problème en rentrant par la question la réalisation d'une base de données cartographique. Donc, c'est sous forme d'un SIG avec le logiciel QGIS, qui vient en support à l'analyse des risques et qui, à terme, doit pouvoir apporter tout un tas d'informations sur la bancarisation, sur le suivi de la qualité, sur la métrologie et tous ces éléments qui ont pu être présentés dans les présentations précédentes. Donc, bien sûr, on ne peut pas faire ce travail-là sans passer par les interviews et le recueil d'informations auprès des conseillers municipaux qui sont en charge de l'eau aujourd'hui, hein, qui assurent en fait tout ce processus qualité de façon un peu moins formelle, mais qui gèrent tout ça. Donc, ça fait partie de ce travail-là. Et puis, on a essayé, pour rendre cette procédure digeste pour tout le monde, on a réfléchi à une application web avec cette étudiante. L'objectif, en fait, c'est de fournir une forme attractive de documents et de moyens de faire de la qualité, pour pas se cantonner à remplir des papiers, des fichiers Excel qui finalement n'ont pas beaucoup de sens et qui n'ont pas d'intérêt. L'appli web, elle a la possibilité de se mettre dans la poche sur un smartphone et que les agents puissent avoir toutes les ressources dont ils ont besoin sur le terrain au moment où ils vont se poser des questions et qui, en parallèle, vont leur faciliter la tâche pour pouvoir saisir les données, aller mesurer un débit au niveau d'une source, par exemple, ainsi de suite, et que ça soit bancarisé directement et qu'on n'ait pas à revenir, repasser au bureau et réouvrir des documents. Enfin voilà, c'était vraiment, il faut que ce soit l'approche qu'on a choisi de mettre en œuvre, c'est de pouvoir en faire quelque chose qui soit effectivement répondre aux contraintes et aux engagements des PGCCE, mais qui en même temps soit une plus-value pour les gens qui font le travail tous les jours et qui suivent tout ça. Donc, cette appli web, elle va collecter d'un côté toutes les données publiques qui existent, hein. On s'est appuyé sur tout un tas de bases de données qu'on trouve maintenant sur les sites de l'Open Data, de l'ARS, Agence de l'eau, BRGM, Météo France, ainsi de suite. Et puis, ça permet d'intégrer toutes les analyses qui seront faites par les conseillers municipaux au fur et à mesure. Elle a aussi l'avantage de cette application de pouvoir proposer automatiquement et en fonction des besoins un raccourci vers les logigrammes et les procédures qui ont été réalisées en lien avec les différents risques qu'on peut identifier pendant le travail de Diane. Donc aujourd'hui, le PGCCE au niveau de Loisy, il a été fait avec un focus principalement sur la ressource en eau, comme elle a été présentée sur la fameuse butte témoin qui est la nôtre et qui collecte l'eau, avec des axes prioritaires qui sont l'hygiène propreté des ouvrages, les préventions des actes de malveillance, la gestion des pénuries et puis tout ce qui va concerner d'une manière générale la gestion de la qualité de la ressource avec toutes les pollutions d'origine diffuse, accidentelle et ainsi de suite. Ça, on est au point. Là-dessus, je pense que là-dessus, nous, on a marqué en même temps que le PGCCE nous a permis de formaliser tout. À l'heure actuelle, quasiment, on est au point. On a peut-être juste au niveau du nettoyage, on le voit, parce que je vous l'ai dit aussi, c'est aussi une question de finances. Et honnêtement, c'était nettoyé. Je ne sais même pas s'il y a 5-6 ans, le réservoir avait été nettoyé une fois, honnêtement. Maintenant, le réservoir est nettoyé tous les 2 ans et en alternance, tous les 2 ans, ce sont nos 6-7 captages qui sont nettoyés. Voilà, une année sur deux. Je veux dire aussi, il y a aussi un niveau finance qu'il faut intégrer dans ces démarches-là. Et pour nous, c'est lourd, déjà, un niveau finance. Voilà. On continue par rapport aux questions PGCCE, là, dans les grands axes qu'on a présentés. Pour ce qui concerne l'hygiène, propreté des ouvrages et tout ce qui est acte de malveillance, la commune de Loisy, comme on le disait, elle a déjà fait un gros travail, avec notamment la DUP qui date de 2012, avec tout l'ensemble des travaux de mise en conformité qui ont été réalisés. Donc on a des ouvrages qui sont propres, qui sont avec des crépines, des bétons sans fissure, des numéros BSS bien identifiés, les capots, enfin, toutes les préconisations de mise en conformité qui ont pu être données dans les arrêtés de DUP ont été appliquées. Et puis, il y a des visites régulières par les conseillers municipaux, les bénévoles expérimentés, avec aujourd'hui ce qui fait office de contrôle qualité, qui sont les consignations des visites sur papier. Alors, bien sûr, il y a des pistes pour s'améliorer, améliorer ces procédures de visite pour que aujourd'hui, bien tracé, et c'est ça la nature, c'est comme ça qu'on comprend en tout cas la nature de ce PGCCE, c'est de pouvoir bien expliciter le qui fait quoi et comment sont faites les choses pour pouvoir, le cas échéant, venir remplacer un des sachants
qui a l'expérience et pour pouvoir transmettre tout ce savoir-faire au fil des différentes personnes et des différents intervenants. Et puis après, il y a encore une fois du formalisme, hein. Aujourd'hui, ce qui se fait naturellement, il va falloir faire le travail de pouvoir le mettre sur papier pour organiser toute la programmation, les plannings des visites, et puis tout ce dont on a déjà abordé la question du reporting, c'est-à-dire recueillir les infos de ce qui a pu être fait. Donc c'est là où on s'orientait vers une piste plutôt informatique qui pourrait s'adjoindre d'un ensemble de réunions dédiées. Et ensuite, il y a toujours des réflexions à porter sur tous les autres dispositifs d'alerte qui pourraient être mis en place sur les ouvrages en fonction des problématiques qui seront rencontrées dans les différentes itérations du processus de PGSSE. Oui, puis ensuite, pour formaliser tout ça, je pense qu'on a aussi derrière la tête de se dire on va peut-être embaucher quelqu'un. On va embaucher quelqu'un peut-être pendant 6 mois, on faire un appel d'offres pour vraiment tout nous formaliser et être rentré dans les clous exactement, quoi. Voilà. Pour ce qui concerne la prévention et la gestion des pénuries, de la même façon, hein, là, on ne peut que s'appuyer sur les retours d'expérience qu'on a, hein. Donc aujourd'hui, le fonctionnement de nos ressources, il est bien connu par les conseillers qui les suivent. Comme on dit, on a un suivi régulier, on a des compteurs de production qu'on va relever tous les jours. On a également un système d'interconnexion avec le réseau du syndicat voisin par le biais d'une convention. Voilà, donc on a une interconnexion par le haut du village qui alimente, on avait fait ça dès le départ là, en dehors, même avant le PGSSE, mais c'est dans le PGSSE. On a une interconnexion qui nous alimente le village en cas de forte pollution. Ça nous a servi pendant des années. Lorsqu'on était à 75 mg de nitrate, on mélangeait notre eau avec l'eau du syndicat par une interconnexion. Et ensuite, on a une deuxième connexion par le bas, justement, je vous parlais des stations de service tout à l'heure. De manière, on sait par exemple que le troisième dimanche, ça aussi, c'est dans ce cadre, toujours le même cadre. Troisième dimanche de juillet, vous avez les retours de vacances et c'est énorme. Et là, on a une consommation de plus de 100-120 mètres cubes dans une journée sur les 2 stations de service. Ça nous permet, nous, dans l'interconnexion, d'isoler les 2 stations de service et de manière à ils sont directement sur le syndicat à ce moment-là pendant une semaine. Cette année, ils y ont été un petit peu plus à cause de la sécheresse. Mais ça nous permet, nous, de laisser le village, quoi. Voilà, ouais, c'est bon. Et puis, donc, nous, on est passé, la sécheresse de 2022, pour nous, aucune difficulté avec ces deux points d'accroche sur notre réseau. Les pistes pour s'améliorer, il y en a toujours, hein. Donc, encore une fois, et c'est toujours ce qui fait l'objet de ces réunions-là, c'est rédiger les procédures sur tout ce qui est fait et comment c'est fait, identifier la position des vannes, les procédures pour pouvoir se connecter ou se débrancher du réseau syndicat voisin. Donc, tout ça, c'est pouvoir le formaliser pour pouvoir le transmettre de personne en personne. Bien sûr, il y a aussi la question de pouvoir récupérer des sources qui ont pu être abandonnées dans un premier temps, qui aujourd'hui se trouvent dans le même périmètre de protection rapproché. Donc, c'était un abandon historique principalement en lien avec les nitrates. Aujourd'hui, tous les travaux et tout ce qui a pu être mis en place autour de la commune de Loisy conduit à rendre ces sources qui n'étaient pas prises en compte un peu meilleures. Et puis, une des pistes pour s'améliorer aujourd'hui, qui s'intègre complètement dans les problématiques en lien avec le réchauffement climatique, c'est de pouvoir avoir des éléments d'évaluation de la réserve de la ressource pour anticiper. Donc, ça va passer par poursuivre la capitalisation des expériences des conseillers municipaux, hein. Éventuellement, pourquoi pas lancer des études, des mesures de débit automatique qui vont permettre d'engranger de la donnée et d'apporter des indicateurs qui permettront d'anticiper ces problématiques-là. Aujourd'hui, donc, la qualité de l'eau, elle est bien connue. Je vous dis, on est parti de 75 mg il y a 20 ans. Maintenant, on n'a plus besoin de mixer de l'eau. Nous sommes sur notre réseau, nous sommes régulièrement entre 25 et 30 mg. Donc, nous sommes à l'abri d'une grosse pollution, je pense. Voilà, nous suivons, nous avons des analyses automatiques, comme nous sommes en Grenelle, nous avons une analyse tous les 2 mois obligatoire. Nous sommes suivis aussi par l'agence de l'eau qui est intéressée par nos captages et qui fait une analyse, qui ont 4 analyses par an. Et ensuite, nous, la commune, on missionne aussi 4 analyses par an pour avoir les résultats beaucoup plus vite, pour voir où on en est, où on en est dans nos suivis. On a sur les 7 captages, on a 7 captages, on a 5 captages qui sont, 4 captages qui sont vraiment au top. On a 3 captages qui sont en limite des périmètres, qui sont vraiment, qui nous posent encore des problèmes.
L'évaluation des risques sur les zones d'alimentation, elle a été faite, on le voit là, mais tout ce qui est en bleu ou en jaune clair en haut, en 2018, toutes ces zones-là étaient en zone agricole. C'est-à-dire que c'était blé, orge, colza, voilà, c'est pour ça les problèmes de nitrate. À l'heure actuelle, grâce à l'analyse et puis un travail, un petit peu de ce qu'on a fait dans ce cadre-là, c'est que tout ce qui est en jaune clair et en bleu, à l'heure actuelle, est entièrement par les aides de la Chambre d'agriculture, par les aides de la SAFER. On a réussi et puis aussi avec beaucoup de chance, du travail et beaucoup de chance. Toutes les zones bleues et les zones jaunes claires maintenant sont en herbe. Voilà. Je ne peux pas vous expliquer un petit peu toute la procédure, mais à l'heure actuelle, quasiment toute la zone d'alimentation rapprochée est en herbe. Et on a les problèmes sont juste pour 3 captages qui sont vraiment en limite de cette information. Nous avons aussi tous nos captages, on a été plus loin que ça, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous nos aires, toutes nos propriétés maintenant sont plantées en agroforesterie. On a juste eu un petit souci parce qu'entre-temps, on a eu un poulailler qui voulait s'installer là. Vous savez qu'il avait le droit avec 40 000 poules, c'était pas terrible dans le périmètre éloigné. On a réussi en travaillant un petit peu avec l'agriculteur sur 2 ans, bon, on est descendu à 6 000 poules en bio. Donc, on a un petit peu gagné et ça se passe très, très bien au niveau. Il n'y a aucune pollution. On suit ça de près. On n'a pas de problème. Ensuite, les problèmes de pollution ont été pris en compte en amont sur la construction du bâtiment. Donc, il n'y a aucune fiente qui est en contact avec le milieu naturel. Ensuite, par le biais de l'agroforesterie, les poules vont se balader maintenant sur 4-5 hectares, ne restent pas cantonnés dans les périmètres immédiats du poulailler. Et puis, Après, pour la suite, effectivement, il y a d'autres risques qu'on pu être identifiés dans l'aire d'alimentation du captage, hein, et c'est pour ça qu'il y a eu les travaux de cartographie des risques qui a été réalisé par la CGR, donc qui constitue un des premiers outils et une des portes d'entrée pour l'établissement du PGSSE. Sur la base de ces cartographies d'évaluation des risques, des premières propositions ont été faites de logigrammes d'action. Donc c'est la formalisation graphique des procédures qui vont constituer tout le PGSSE par la suite. Donc aujourd'hui, les pistes d'amélioration qui nous restent, ça serait bien évidemment finaliser l'appli telle qu'on a pu la prototyper, donc l'appli web, hein, qui va permettre de faciliter la synthèse des données qui sont disponibles et puis apporter des outils d'aide à la décision aux personnes qui interviennent sur le site. Éventuellement, bien entendu, finaliser les procédures de surveillance et d'action sur l'aire d'alimentation des captages. Donc, il reste on continue de réfléchir sur les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre et comment on va pouvoir les implémenter. Et puis, bien entendu, c'est ce qui a déjà été présenté dans les présentations précédentes, c'est continuer de développer la sensibilisation des autres acteurs qui se situent dans l'aire d'alimentation des captages, notamment les risques liés aux pollutions accidentelles. On l'avait identifié avec une commune qui se situe, donc qui n'est pas la commune de Loisy, donc qui n'est pas directement concernée, mais qui se situe dans l'aire d'alimentation des captages. Donc, sont les questions sur la communication avec ces personnes-là sur les risques de pollution accidentelle, et puis éventuellement les autres intervenants, agriculteurs qui sont en dehors de la commune et qu'il va falloir intégrer petit à petit dans ces démarches-là. Je laisse conclure. Oui. Donc, le plan d'action pour nous, c'était les actions, c'est déjà les actions qui sont engagées. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est nous, le plan d'action déjà sur le périmètre des captages et de l'alimentation est déjà bien avancé. On est toujours à l'affût du moindre problème pour s'avancer. Et ensuite, le plan d'action du PGSSE est finalisé. J'en parlais tout à l'heure. Ce qu'il faut se poursuivre, c'est la capitalisation de l'expérience des bénévoles. Ça, c'est bien. Bon, on sait qu'en 2026, on va perdre un petit peu la compétence sur la rivière, mais sur nos captages. Mais c'est aussi une bonne chose. Mais au moins, le travail sera fait et on sera en avance, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Formaliser les procédures et les logigrammes, on en a un petit peu parlé. On nous avait donné un quart d'heure, c'est pour ça qu'on a été très, très vite, hein. Organiser régulièrement des moments d'échange avec les différents. Je vous ai expliqué comment ça se passait tout à l'heure, et ça, on continue à se voir régulièrement. On a encore fait un point dans le réservoir, je crois, c'était
la semaine dernière avec les conseillers. Développer la prévention auprès des habitants, ça régulièrement, tout est affiché dès qu'il y a un problème. Là, on organise bientôt une visite du réservoir parce qu'on vient de terminer le plan résiduel, donc on va présenter aux habitants un petit peu ce qu'on fait aussi pour améliorer la qualité de l'eau. Et puis, améliorer la connaissance, ça, c'est encore un petit peu du flou. Les fluctuations des débits, on a encore un petit peu de problème. Il faut qu'on y réfléchisse parce qu'on a un gravitaire. Donc, ça pose quelquefois des problèmes parce qu'il n'y a pas du tout de pression et on n'a pas beaucoup de place pour arriver à mesurer les débits exacts de chaque source. Autant c'est facile de faire les analyses. Et puis, pour nous, ça nécessite le PGCSE nécessite un gros investissement de temps. On a quand même 2 conseillers qui s'y collent quasiment, qui sont quand même tous les jours, plus les bénévoles qui viennent nous filer un coup de main. Et heureusement qu'ils sont là. Et on s'aperçoit quand même que c'est compliqué pour les petites communes. C'est pour ça que je disais que pour finaliser vraiment le PGSSE, je pense que ce sera à l'échelle de 2024-2025. Il faudra qu'on retrouve, pour formaliser tout, trouver quelqu'un qui nous va embaucher quelqu'un qui va nous filer un coup de main et qui va nous mettre dans les clous tout ce qu'on a pu capitaliser pendant ces années. Si la ressource est bien avancée, parce qu'il y a aussi des parties production et distribution à développer. On a déjà à réfléchir comment on va faire. Je pense qu'on a réfléchi déjà depuis une année à comment capter les Dénovannes. On parle de l'embauche, ça c'est hors champ, mais on parle déjà de l'embauche, d'embaucher, de faire un appel d'offres sur un géomètre de manière à tout nous faire, tout nous répertorier d'une manière sur le SIG d'une manière parfaite. Voilà, pour nous c'est terminé. Pardon si on a été vite. J'espère qu'on a été suffisamment clair. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été très clairs. Merci pour tous ces éléments. Effectivement, ça va un peu vite, mais c'est les webinaires, c'est comme ça. Et on invite en fait les participants là, à vous poser des questions, justement, s'ils veulent en savoir plus sur certains aspects. Donc, la conversation est ouverte. On va attendre quelques secondes que les questions arrivent. Moi, j'ai une première question sur les actions, en tout cas, que vous allez lancer et qui sont en cours. Vous avez évoqué le développement de la sensibilisation auprès des acteurs en fait, du territoire. Comment ça va se faire très concrètement? Ce sera des réunions, ça sera des documents qui seront publiés, qui seront diffusés. Voilà, comment ça va se matérialiser? Concrètement, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que l'Oasis, c'est le village. Et vous avez un champ de captage en bas de puits qui alimentent 50 000 personnes sur le bassin de Pompée, une partie de la Moselle. Et à l'heure actuelle, on est parti du principe qu'on ne peut pas avoir de l'eau dans certains captages à 130 mg en tête de réseau et ensuite se retrouver à 0 mg dans la vallée. Ça, c'est pas possible. L'eau, je ne suis pas géologue, mais l'eau, elle ne fait que de prendre les pentes et d'arriver en bas. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler ce qu'on appelle, je mets des parenthèses, mais travailler sur un projet grand loisiste, c'est-à-dire que c'est rassembler tous les périmètres d'alimentation des captages et les périmètres d'alimentation des sources et des puits sur un grand périmètre qui va reprendre les deux et qui va aller au-delà de ça. Donc, on a réussi un petit peu à sensibiliser même un gros syndicat à côté qui attaque une démarche dans le même sens. Voilà. Ça, c'est concret. Effectivement, merci beaucoup. On a une question aussi dans le chat. Donc, est-ce que le prix de l'eau a dû être augmenté pour lancer les actions? Non, le prix de l'eau, vous avez compris, c'est beaucoup de bénévoles. Et vous avez compris aussi qu'on a deux stations-service. Donc, nous, depuis des années déjà, on applique un prix progressif de l'eau. C'est-à-dire que plus vous consommez, plus vous payez. Voilà, on a 2 prix de l'eau. On a un prix qui se situe pour les habitants autour de 1,60 € et qui est pour les stations-service au-dessus d'une consommation de 600 m3. Elle est à 3,20 €. Voilà, en gros, voilà. Plus vous consommez à loisir, plus vous payez. Donc, ça nous arrive je ne dis pas que c'est un budget confortable, mais on arrive à travailler. Bien, merci. Une question encore supplémentaire. Vous avez parlé de visites avec les habitants pour présenter ce que vous faites au niveau de la qualité de l'eau. Comment faites-vous? Comment cela se passe-t-il? Comment présentez-vous cela aux habitants pour les mobiliser?
Bah, écoutez, c'est simple, les gens, l'eau, c'est quand même un bien universel, donc ils sont quand même intéressés par le prix de l'eau. Là, quelquefois, quand ils savent nous faire des reproches, quand ça semble qu'il peut trop le calcaire, on avait des problèmes de chlore et ils savaient nous faire des reproches parce que ça sentait quelquefois un petit peu trop de chlore. Maintenant, on a mis une action en place. Ben, écoutez, on passe un mot sur le site web, une petite information sur la boîte aux lettres et puis on va on va pas ouvrir pendant une journée parce qu'on est que 350 habitants. Les gens qui sont intéressés, on va faire ça entre 10h et midi samedi prochain et les gens qui pourront le réservoir, bon, les deux conseillers, le conseil municipal sera là pour les accueillir et leur expliquer un petit peu toutes les nouvelles installations qui ont été faites. Et en parallèle, pour compléter, c'est aussi de toute façon, toutes les démarches qui ont été mises en place. On a la chance, entre guillemets, que ce soit des démarches qui sont visibles, avec la remise en herbe, avec l'agroforesterie. C'est des choses qui influent dans le paysage autour de la commune. Donc déjà, à partir de là, les habitants sont sensibilisés de fait, parce que c'est leur environnement proche qui a changé. Et les visites des captages, c'est la concrétisation en fait, de ces choses-là. Oui, c'est quand même, ce que je rappelais tout à l'heure, c'est quand même 60 hectares de terre de grande culture qui ont été transformés en prairies avec 20 hectares d'agroforesterie, 20 à 30 hectares d'agroforesterie plantés. Donc on change totalement le paysage de la butte. Merci beaucoup. Bon, il y a une question supplémentaire, mais je pense que ça sera Nicolas Reynaud qui pourra peut-être y répondre. C'est lorsque le transfert eau-assainissement est déjà fait, faut-il faire un PGSSE pour l'ensemble de la Comcom? Lorsque Oui. le transfert est déjà fait, c'est-à-dire que vous avez la compétence eau potable, et donc c'est la personne responsable, excusez-moi, ça sonne au moment, c'est la personne responsable de la production en distribution, donc la personne qui a la compétence qui est chargée de faire le PGSSE. Donc oui, il faut faire un PGSSE sur l'ensemble des ressources dont vous avez la compétence, en vous appuyant, si possible, si ça existe comme Malvoisie, sur des PGSSE qui ont déjà été initiés ou peut-être finalisés par endroit, si ça existe. Voilà. Donc les initiatives, ceux qui ont déjà démarré, ce n'est pas perdu, puisque ceux qui récupèrent la compétence devront le faire si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors, dernière question, parce qu'après, on a encore une présentation et on souhaite ne pas terminer trop tard. Monsieur le maire de Loisy vient de parler de tarifs. A-t-il des agriculteurs sur sa commune et quels tarifs leur sont appliqués? Nous avons deux agriculteurs sur la commune de Loisy et le tarif est le même pour tout le monde. Au-dessus de 600 mètres cubes, ils payent et les deux agriculteurs sont au-dessus des 600 mètres cubes. Et pour le moment, on n'a pas de révolution. Ça va faire 20 ans que ça dure. On n'a pas eu, bon, même si ça râle quelquefois, mais c'est acquis maintenant, c'est acquis. Merci beaucoup. Bon, il y a une dernière question qui va arriver. Allez, on va faire une petite exception. L'application web pour synthétiser les données du PGCCE est une excellente idée. Est-il possible de consulter celle de la commune de Loisy pour se faire une idée? Alors aujourd'hui, la consultation, comme j'ai dit, on en est à la version prototype, c'est-à-dire que on a réfléchi aux éléments qui pouvaient y être intégrés. On peut en discuter sur les moyens auxquels on a réfléchi, hein, c'est-à-dire c'est une application avec des outils cartographiques. C'est quelque chose qui va être développé avec ce qu'on appelle des tableaux de bord, des dashboards, pour que ça soit le plus simple possible à utiliser, quels qu'en soient les supports. Donc, aujourd'hui, la réflexion, elle en est à ce niveau-là, de savoir quels sont les éléments importants qu'on doit présenter, comment on peut les présenter. Voilà, on a quelques éléments qui sont des captures d'écran de la façon dont on imagine la chose, des premières réflexions sur les outils, le type de programme, le type de logiciel qu'on peut utiliser et comment on voudrait le mettre en œuvre, mais on n'a pas été plus loin pour le moment. Mais on peut en discuter avec plaisir. Très bien. Affaire à suivre donc. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour ce partage d'expérience. Et puis, on suivra en tout cas la suite de la démarche. Et puis, on pourra, voilà, pourquoi pas, présenter l'application dans un futur webcafé ou autre événement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Merci. alors, je vais reprendre le contrôle. Et donc, nous allons passer à la dernière intervention de ce webcafé avec un autre retour d'expérience, donc cette fois-ci du SDEA avec Madame Savé. Donc, je vous laisse voilà, activer votre micro, votre caméra, super. Et puis, prendre le contrôle de la présentation en haut sur le petit bouton. Et puis, la parole est à vous. Merci beaucoup.
Voilà, est-ce que c'est ça? Alors la présentation. Je vois pas votre présentation. Alors, je vais recommencer parce que normalement, en fait, il y aura un petit. Alors, attendez, on va arrêter le partage, on va recommencer. J'arrête le partage, ouais. Voilà. En fait, hop, normalement, en haut de enfin, en Et haut là, ou en bas de partager. l'écran. Alors, normalement, non, non. Moi, je vais partager la Ah, présentation. c'est OK, je vous laisse Voilà. faire. Et en fait, vous allez pouvoir prendre le contrôle. Il doit y avoir un bouton prendre le contrôle. En haut ou en bas, je ne sais pas si vous le Je voyez. vois pas. Bouton À prendre le rectangulaire. contrôle, ça y est, c'est bon. Exactement, voilà. Voilà. Super. Super. C'est bon pour vous? Donc, bonjour à tous. Donc, Valérie Savé, je suis donc responsable métier production eau potable, qualité de l'eau donc au SDEA. Bon, je vais faire la présentation en duo avec ma collègue Magali Kremer, mais qui a eu un contretemps ce matin. Donc voilà, donc je vais assurer la présentation et puis voilà, s'il y a peut-être pour certaines parties, je ne pourrais peut-être pas répondre en détail. Donc, alors. Voilà. Donc notre témoignage, donc bon, en quelques mots, je présenterai donc bon, le SDE1 hein, donc, et nos ressources en eau. Ensuite, la présentation des plans d'action mission eau, hein, donc, que ma collègue effectivement sur laquelle elle travaille. Et puis moi, je bouclerai donc effectivement sur la partie exemple d'un captage prioritaire dans un PGCSE. Donc le SDEA en quelques mots, le SDEA existe depuis 1939 sur le petit cycle de l'eau, notamment sur la partie donc eau potable. Ensuite a pris la compétence aussi assainissement en 59 et plus récemment une compétence grand cycle de l'eau donc en 2015. Donc voilà, aujourd'hui, bah, c'est de l'ordre de 400 communes pour lesquelles nous gérons l'eau potable, à plus de 600 pour la partie grand cycle de l'eau. Donc grand cycle de l'eau, hein, bien sûr, c'est tout ce qui est gestion des bassins versants, des rivières et les protections contre les inondations. Nous intervenons principalement sur le département du Bas-Rhin, mais également sur le nord du Haut-Rhin et en Moselle. Au niveau des ressources en eau, c'est essentiellement, enfin même exclusivement de l'eau souterraine. Nous n'avons pas de forage enfin de prise d'eau superficielle, mais seulement des eaux souterraines, que ce soit des forages ou des sources. Donc on gère plus de 400 ressources, dont 140 forages, des forages qui sont situés principalement dans la plaine d'Alsace, et également aussi, bien sûr, dans les grès vosgiens, donc dans les secteurs de Saverne, Sarre-Union ou le secteur aussi mosellan. Au niveau protection, préservation de la ressource, en fait, on est 2 unités qui sont à son service, si je puis me permettre. Donc d'abord, ben, au niveau du petit cycle de l'eau, il y a un service qualité de l'eau, protection de la ressource au quotidien, qui, ce service gère ben, la mise en place et le suivi des déclarations d'utilité publique hein, sur l'ensemble des captages. Et puis aussi donc une autre unité donc, qui, elle, dépend du grand cycle de l'eau, donc la gestion durable des bassins versants. Et là, donc, il y a donc un service mission eau qui, ce service est plutôt donc axé sur les interventions sur les captages prioritaires avec la mise en place de plans d'action effectivement spécifiques. Donc, voilà. Donc ici, là, bon, voilà, juste en résumé, bon, ce que vous avez déjà bon, connaissance certainement. Donc, le service qualité de l'eau, protection au quotidien va intervenir plutôt sur la zone rouge, voire la zone un peu bleu foncé. Et ensuite, c'est plutôt les missions eau qui vont intervenir sur la partie aire d'alimentation de captage.
Donc, si je reviens justement sur la partie mission eau, captage prioritaire, hein, donc aujourd'hui au SDEA, donc, les missions eau interviennent sur 10 zones de captage classées prioritaires et puis 2 autres aussi zones qui n'étaient pas encore classées prioritaires, mais qui a déjà des interventions, sur lesquelles ils font déjà des interventions. Mais il y a également 2 bassins versants, hein, donc des eaux superficielles, dont un qui est déjà en contrat territoire eau et climat. Donc c'est le bassin notamment de la Soufelle, et puis il y a le bassin également plus au nord du Selsbar. Donc là, notamment donc sur les eaux souterraines, la problématique est nitrate et ou pesticides. Donc voilà, après avec aussi, et c'est là l'intérêt d'intervenir à l'échelle des bassins versants, puisqu'il y a des notions de zones à enjeu érosion, hein, puisqu'on est dans certaines zones avec des collines où il peut y avoir des coulées boueuses, donc le tout étant d'agir sur les 2 fronts. Donc les actions sont déjà menées depuis longue date, j'y reviendrai un petit peu plus en détail, mais c'est vrai que chez nous, un petit peu comme c'était le cas précédent, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on est confronté à ces problèmes de pollution, nitrates et pesticides sur certains secteurs. Donc il y a déjà des actions qui sont menées depuis déjà un certain temps. Voilà. Aujourd'hui, nous en sommes à 4 missions eau qui sont portées donc par le SDEA, donc avec un financement par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et la région Grand Est. Alors, un peu plus en détail pour vous dire, donc 20 ans, effectivement, c'est 2002, il y a eu une première animation eau, hein, donc quand il y avait les premières dérogations qui sont apparues avec des dépassements en atrazine. Ensuite, il y a eu une 2e mission eau en 2010, plus sur le secteur Piémont des Vosges, avec une problématique plutôt nitrate dans ce secteur-là. 2013, de nouveau, donc un 3 eau pour travailler sur la partie eau superficielle, donc notamment le bassin versant de la Soufelle. 2015, un poste d'animation foncière qui a été également créée pour un peu voilà, apporter un soutien sur cet axe-là. Et plus récemment, effectivement, comme il y a eu élargissement, on va dire, des périmètres, il y a eu donc un dernier poste mission qui a été créé. Donc là, cette notion-là aussi, l'organisation, c'est effectivement un binôme élu et animateur. Pour chaque secteur, il y a forcément un élu référent qui va permettre de porter effectivement le message aussi à son niveau. Donc là, en fait, au niveau stratégie, il y a eu vraiment 2 phases à distinguer. La première phase, 2002-2015, où en résumé, c'était la stratégie, la bonne dose au bon endroit. Donc là, ça a été une première approche de modifier les pratiques d'usage des pesticides et nitrates avec les agriculteurs, hein. Donc là, avec toute cette notion de sensibilisation, comme ça a déjà été évoqué par l'intervenant précédent. Et puis après, les mesures aussi donc agro-environnementales, donc des mises en herbe et ce genre de choses qui ont pu être faites. Donc ça a été aussi de sensibiliser et accompagner les élus pour réduire, remplacer l'usage des pesticides. On était encore avant, je dirais, la loi Labbé qui aujourd'hui interdit ces usages-là, mais donc on a essayé déjà de travailler et de sensibiliser les élus concernés. C'était de la même façon, les riverains, les usagers, donc pour cette partie effectivement d'usage domestique des pesticides ou bien même par rapport à l'usage d'engrais et autres dans les jardins. En parallèle, toujours ce qui est important, c'était de suivre forcément la qualité des ressources, hein, donc avec le suivi des masses d'eau. Donc après, les premiers résultats qu'on a pu avoir, dynamique des territoires a été mise en place, hein, c'était déjà quand même un bon point. Après, qu'il y avait bien un effort de tous les publics, mais on s'est aperçu que finalement, la qualité de l'eau brute, pour la plupart des secteurs, s'était pas beaucoup améliorée ou pas suffisamment. Donc, il y avait nécessité, je dirais, de changer de braquet. Et donc, c'est pour cette raison qu'à partir de 2015 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein, c'était surtout maintenant passer sur un changement des systèmes agricoles, c'est-à-dire plutôt de passer sur la bonne culture au bon endroit.
Donc pour ça, eh bien, effectivement, ça repose toujours et encore sur l'amélioration des connaissances hydrogéologiques, hein, parce que on voit qu'on a besoin de connaître vraiment tous ces transferts qui se font, que ce soit des eaux superficielles vers les eaux souterraines notamment, bien connaître vraiment cette délimitation des aires d'alimentation de captage, hein. Donc ça, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Après, c'est aussi de développer des filières agricoles, et c'est tout ça l'enjeu. Il y a les projets sont relativement nombreux, mais aussi complexes, pour pouvoir avoir des filières qui soient pérennisées. Toujours et encore cette concertation, cette communication donc avec les acteurs locaux du territoire. Donc là, il y a tout un axe aussi qui est développé. Et puis après, c'est le foncier. En fait, dernier axe qui est important pour nous, c'est de pouvoir agir sur le foncier. Et là, il y a différents leviers. Je vais juste présenter. Donc, au niveau connaissance de nos territoires et cette connaissance hydrogéologique, effectivement, c'est de pouvoir mener sur chacun des secteurs des études qui sont relativement lourdes, hein, mais qui sont nécessaires, qui vont prendre parfois plusieurs années pour vraiment connaître tous ces transferts entre les cours d'eau et puis donc les captages, donc avec la mise en place d'un certain nombre de piézomètres et de faire après derrière des suivis réguliers, de faire des modélisations pour connaître vraiment l'étendue et les influences de part et d'autre. Donc ça, forcément, c'est confié à des bureaux d'études spécialisés. L'axe 2 qui est modifier les systèmes agricoles. Donc là, donc suite surtout à des appels à projets aussi, hein, qui ont été faits à l'échelle régionale et autres, on a pu développer, ou c'est en cours, mener différents projets, donc forcément avec les partenaires locaux et les acteurs des filières. Par exemple, pour l'alimentation humaine, ça a été d'établir une filière lait et beurre de pâturage avec la société Alsace Lait. Donc, permet de mettre d'un retour en pâturage de certaines zones. Ça peut être aussi de développer des chaînes, des filières de graines de chanvre, hein, pour la consommation humaine, de faire de l'huile de chanvre. Je reviendrai aussi que sur le chanvre, on a un moyen de faire encore autre chose avec ce produit-là, ce végétal. C'est également aussi des développements de filières un peu plus spécifiques, hein, notamment donc avec le Moulin des Moines, qui est une structure relativement importante ici en local, pour faire du triage, de faire des nouveaux produits avec de l'avoine, avec voilà, du couscous bio et ce genre de choses. Un autre type de filière, c'est l'alimentation animale, donc avec développement aussi de culture de soja. Donc, filière herbe aussi pour alimenter effectivement les animaux, et aussi du séchage de luzerne. Donc ça, c'est un projet aussi qui est en cours. Bien sûr aussi, c'est ce côté matériaux biosourcés, énergie. Donc là, avec la Sylphie, hein, donc qui est envoyée donc vers des méthaniseurs, hein, pour faire produire de l'énergie. Le chanvre, lui, qui va être un matériau biosourcé, donc pour donc là, il y a des projets à ce niveau-là. Et après, si on parle aussi notre aspect biodiversité, là, donc là, c'est un peu, je dirais, ouais, pareil, double gagnant. C'est des semences de fleurs, donc ça paraît peut-être anecdotique, semences de fleurs sauvages, donc pour embellir les jardins publics et autres, hein, ensuite, hein. Et puis aussi des plantes médicinales ou bien des plantes à tisane, donc avec aussi des structures locales. Donc, le troisième axe, c'est la concertation, la communication. Donc là, informer, mettre en place des plans d'action ambitieux et partagés. Et donc là, forcément, toujours aussi avec l'idée de réussir à mobiliser, hein, les acteurs, leur donner envie de participer et d'être aussi, je dirais, acteurs, et de trouver les solutions ensemble. Donc, il y a régulièrement des journées techniques qui sont réalisées. Il y a même, on fait des réunions qu'on appelle d'intelligence collective, hein, avec des petits
petits groupes de travail, etc., de façon à animer un peu différemment des réunions pour que chacun puisse s'exprimer et se libérer au niveau de la parole et de pouvoir identifier tous les freins et de trouver des bonnes solutions ensemble. Il y a tout un aspect aussi communication avec des notes qui sont régulièrement donc faites à l'attention aussi des élus ou à l'attention agriculteurs ou même des abonnés du secteur, des habitants. Donc ça, c'était déjà de longue date et on le poursuit. Après, le dernier axe qui est très, très important aussi, c'est ce côté aménagement du territoire et d'accompagner par des outils fonciers, financiers. Et là aussi, c'est avec de pouvoir, je dirais, rebondir aussi sur des évolutions réglementaires. Donc, ce qui a permis de mettre en place certaines actions. Donc, au niveau réflexion foncière, c'est pareil, se pérenniser la mise en place de cultures bas niveau d'intrants, de réussir à mettre des baux ruraux à clause environnementale, de faire quelques acquisitions foncières, effectivement être en concertation aussi avec la SAFER pour pouvoir, voilà, s'il faut après même aller peut-être jusqu'à de la préemption. Donc voilà. Et puis aussi, il y a la réflexion financière, puisqu'aujourd'hui, on a la possibilité aussi de permettre des paiements de services environnementaux. Donc là, c'est ce qu'on a pu développer. Il y a je crois une quinzaine d'agriculteurs qui peuvent bénéficier aujourd'hui de paiements de services environnementaux. Donc là aussi, c'était un levier. Voilà, c'est un peu des tests que l'on peut faire. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi pour nous, même justement dans l'acquisition foncière aussi, c'est pour pouvoir faire des aménagements aussi sur les bassins versants. Comme je vous le disais, il y avait cette notion des zones à enjeu avec érosion. Donc là, on peut se permettre aussi de pouvoir faire des plantations, etc., pour éviter des ruissellements sur certaines zones. Voilà. Voilà ce que j'ai présenté donc dans les grandes lignes, tout ce qui était action globale, mission eau. Comme vous voyez, c'est quand même voilà, relativement conséquent et il y a encore beaucoup à faire. Là, je voulais juste présenter en dernière partie, au regard du temps qui m'est imparti, un PGCSE donc sur un captage prioritaire. Donc nous, en fait, PGCSE, pareil, de la même façon, on a répondu à l'appel à projet de l'ARS Grand Est en 2019. Donc, on avait présenté, donc c'était un périmètre qui est situé en Alsace centrale, donc qui avait 6 ressources. Là, ce que je vous présente ce matin et de façon succincte, c'était juste un focus sur un des ouvrages qui est notre forage d'Ebersheim, où je vous présenterai juste l'incidence, enfin la prise en compte, on va dire, de la pollution diffuse agricole dans ce PGCSE. Donc, nous avons utilisé l'outil de l'ASTE, donc ce fameux tableau Excel que peut-être la plupart d'entre vous connaissez déjà. Donc, donc forcément, c'était l'étape filière ressources. Donc, il y a eu cotation de 43 risques. Donc là, tous les risques à l'échelle de la ressource. Ces cotations de risques ont été faites dans le cadre d'un groupe de travail, qui était un sous-groupe ressources et qui rassemblait les référents du PGCSE, le service qualité de l'eau et protection de la ressource au quotidien et également la mission eau qui était du secteur, même si on va voir qu'il n'y avait pas de mission eau à proprement dit sur le secteur, sur le forage d'Ebersheim. Mais il a participé également en tant que mission eau sur Alsace centrale. Donc voilà, juste pour rappeler un petit peu ce captage, le contexte au niveau de ce captage, sans aller trop dans le détail. Donc comme vous voyez, au regard de la photographie aérienne que vous avez sur la droite, c'est un captage qui est situé en pleine plaine d'Alsace, donc forcément avec beaucoup de cultures intensives tout autour. Donc avec une présence de métolachlore ESA qui était aux environs de 0,1 microgramme par litre, c'est-à-dire que de temps en temps, il dépassait, de temps en temps, il était donc inférieure. Il y avait déjà des actions menées sur ce secteur-là, voilà, était déjà reconnu comme étant un captage stratégique et prioritaire. Et donc avec une DUP qui datait de 2014, relativement, on va dire, récente, mais qu'il n'y avait pas de fortes contraintes.
Donc voilà, un état des lieux aussi, ben voilà, hein, dans le cadre de ce PGSE, pas comme la démarche classique, on fait un peu un état des lieux de tout ce qui a pu déjà être fait. Donc il y avait déjà quelques actions donc menées. Je ne vais pas y aller forcément vous la présenter dans les détails. Vous aurez peut-être l'occasion d'en prendre connaissance une fois que vous aurez la présentation. Ce que je voudrais juste voilà, poursuivre sur la partie cotation du risque initial et les résiduels, donc liés à la pollution diffuse agricole. Donc là, vous retrouvez peut-être le tableau que vous connaissez peut-être déjà, où on évalue le risque. Donc là, sur le puits donc, de Ebersheim, où on prend en compte cette pollution agricole. Et on a considéré effectivement que c'était grave. On a une cotation de 8, hein, sachant qu'effectivement, on avait pour le 8 correspondait donc à un dépassement d'une limite de qualité physico-chimique, hein. Donc sachant que la note la plus élevée habituellement, c'est 16 quand c'est de la bactériologie et 8 quand c'était de la physico-chimie. Donc on a retenu ce 8 pour ce cas particulier. Et en fréquence, on avait retenu 5, considérant que forcément cette pollution diffuse était permanente, hein, puisqu'on était toujours exposé, on va dire, au quotidien à cette pollution, ce qui nous donnait donc une note de 40, un risque fort. À cela, on a appliqué un coefficient de maîtrise, hein, donc voir un petit peu par rapport aux maîtrises que nous avions déjà en place. Là, on a considéré en fait que même si on avait déjà fait quelques actions, hein, assez globales, on n'avait pas encore de mission eau clairement établie sur ce périmètre-là. Et puis aussi, on n'avait pas encore définition de l'aire d'alimentation du captage. Donc c'est pour cette raison que la cotation elle est très faible, 2. Donc voilà, ce qui fait le PGSE nous a permis d'évaluer ce risque résiduel de 20, donc un risque fort. Ce qui fait qu'on a découlé un certain nombre de plans d'action que je vais vous présenter là rapidement. Donc en plan d'action, trois types d'actions ont été retenus. Tout d'abord, se dire que ce puits d'Ebersheim, en fait, il était déjà pour nous, hein, c'est un puits qui est stratégique parce qu'il alimente un nombre conséquent quand même de communes, et il y avait nécessité de prévoir sa sécurisation par des interconnexions avec des puits qui sont situés donc à proximité. Donc pour cette raison, il y a un projet d'interconnexion donc à plus ou moins moyen terme, avec d'autres ressources du secteur qui permettront peut-être de faire des mélanges. Donc voilà. Le deuxième plan d'action, c'est de définir l'aire d'alimentation de captage, parce que comme je l'ai bien précisé, on a vraiment besoin de connaître cette aire d'alimentation de captage de façon la plus précise possible, et notamment de bien connaître l'influence des eaux superficielles, pour pouvoir mener des actions qui soient les plus efficaces, pour pouvoir effectivement agir au bon endroit. Donc là, cette définition d'aire d'alimentation de captage, donc c'est une étude qu'on a engagée et qui est donc en sous-traitance, et donc on espère pouvoir en avoir les résultats vers 2024. Donc, et à partir de là, donc on va mettre en place forcément une animation mission eau, et puis surtout pouvoir engager toute une série d'actions, hein, les actions ciblées comme celles que j'ai pu vous présenter donc dans la deuxième partie. Et ça, voilà, ça pour l'instant, c'est pas chiffré puisqu'on n'a pas encore vraiment cette notion de savoir où et quel type d'action on va pouvoir mener sur ce captage de Ebersheim. Donc troisième action, c'est du curatif, hein. C'est-à-dire que là, deuxième action, on est parti forcément sur du préventif, mais on sait très bien que si jamais on a un problème de qualité d'eau physico-chimique, on pourrait être amené à faire du curatif. Donc on a pareil déjà engagé quelques études à ce sujet pour avoir une estimation de combien nous coûterait un traitement sur un tel puits. Donc ça, c'est aussi des études qu'on a lancées sur d'autres ouvrages de notre secteur, puisqu'il y a d'autres ouvrages qui sont même un peu plus concernés par les métabolites que ce cas de Ebersheim. Et puis aussi, on s'est posé un certain nombre de questions aussi, de se dire, est-ce qu'on n'avait pas un intérêt à aller chercher l'eau plus profondément, en espérant peut-être une meilleure qualité, au moins qui nous permettrait d'être assez facilement conformes, hein, et tout cela, bien sûr, c'est en imaginant qu'on
et en imaginant toujours maintenir nos actions préventives, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est mené par les différents services que l'on retrouve chez nous au SDA entre petit cycle de l'eau, grand cycle de l'eau et puis ingénierie. Voilà, juste en conclusion, au regard du temps qui me reste, donc c'est dire bah, la cotation risque résiduel, elle était forte encore et elle est forte certainement, enfin ce risque il reste fort encore pour quelques années, même si je pourrais mettre un petit bémol, hein, puisqu'il se trouve que le métabolite métolachlore-ESA est aujourd'hui reconnu comme non pertinent. Donc finalement maintenant on est de nouveau conforme sur Ebersheim. Les petits dépassements que nous pouvions avoir, bah, aujourd'hui, entre guillemets, «n'existent plus». On est forcément, on est maintenant toujours, conforme. Donc ça pourrait nous inciter à recoter notre risque, hein, là, en mettant la gravité un petit peu moins forte. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas refait cette révision. Voilà, risque fort et c'est vrai que, bah, pour en termes de maîtrise, donc qui nous permettrait de devenir faible, bah, on voit bien que, bah, la solution à privilégier, bah, c'est le tarissement des substances indésirables, hein, sur l'aire d'alimentation de captage. C'est forcément l'objectif que l'on vise en priorité et qu'on va s'acharner à faire dans les prochaines années. Et puis, bah, après sinon, l'autre solution dans ces cas comme ça, bah, c'est effectivement si on veut réduire, arriver à un niveau faible, bah, c'est de mettre en place un traitement, curatif, mais pour nous, c'est vraiment la solution ultime. Donc nous, aujourd'hui, effectivement, sur ce secteur, d'Ebersheim, on privilégie fortement donc, toutes les mesures, préventives. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Toujours pareil, hein, un petit temps de questions. Alors, il y a une question qui est apparue là pendant notre présentation, alors qui est à mon avis assez générale, mais y a-t-il des traitements de l'eau pour diminuer la teneur en pesticides et nitrates? Voilà, je ne sais pas Alors si vous voulez dire quelques mots oui, là-dessus. oui, je peux en parler. Oui, effectivement, hein, en termes de traitement, pour les traitements, pesticides, il y a 2 traitements, principaux, hein. C'est d'abord le traitement par, charbon actif, hein. Donc c'est celui qui va apparaît peut-être le moins onéreux et un deuxième type de traitement qui est la filtration, membranaire, hein. Alors, nous, par exemple, c'est vrai que comme on a des secteurs qui sont un peu plus, touchés, hein, par les métabolites que le secteur de Ebersheim, où on a des dérogations, hein, donc actuellement pour des dépassements de chloridazone d'esphényl, hein, considérant que les métabolites du métolachlore, bah, ne sont plus, pertinents donc mais il nous reste encore la chloridazone d'esphényl qui est en léger dépassement. Donc là, on étudie, actuellement la mise en place de traitements. Donc on va procéder, nous, à des tests, voilà, de charbon. On est plutôt parti sur du charbon actif, hein, donc pour traiter, voilà, le chloridazone d'esphényl parce qu'on sait en fait là, en fait, c'est notre difficulté aujourd'hui, ben, c'est qu'on les actions, préventives, vont mettre, certainement encore, voilà, quelques années pour pas dire, décennies, où on va en voir les bénéfices, quoi. Parce que là, nous, on est sur des secteurs où, les aires d'alimentation de captage sont énormes et donc, ben, voilà, de là à avoir, toutes les actions, puissent porter leurs fruits, vraiment à ce changement de système, agricole, c'est quand même relativement, complexe. Donc on sait qu'on va devoir passer certainement pour certains secteurs, alors le moins possible bien évidemment, mais par une solution curative au moins, ben, provisoire peut-être pour quelques 1 ou 2 décennies peut-être, voilà. Et pour les nitrates, là, il y a également des traitements. Alors nous, on n'est pas forcément concernés sur notre, secteur parce que nous, les nitrates, là où il y a des dépassements, soit les ressources, on les a, pour l'instant abandonnées ou soit, ben, on peut travailler par mélange et on se retrouve conforme. Donc là, on n'a pas de projet de traitement de nitrates. Par contre, ben, par connaissance, je sais que ça existe effectivement et c'est par, résine d'échangieuse d'ions notamment qu'on peut éliminer, les nitrates. Merci beaucoup pour ces infos. Moi, j'avais une petite question sur les paiements pour services environnementaux. Voilà, un peu si vous pouviez un peu préciser le fonctionnement et comment ça, enfin en tout cas, qu'est-ce qui a été mis en place au SDEA sur ce sujet?
Alors, pour ça, donc c'est pour ça que là, je suis un petit peu plus embêtée parce que comme c'est ma collègue qui devait présenter cette partie-là, ce que je peux peut-être préciser. Alors, paiement, services environnementaux, alors nous, c'est sur 2 aires d'alimentation de captage que ça a été développé. Donc à peu près 9 sur 900 hectares, ouais, à peu près, même ouais, 2 fois, donc 1800 hectares à peu près qui seraient en paiement de services environnementaux. Voilà, c'est des conventions qui sont établies. Voilà, mais après peut-être que voilà, si vous voulez plus de questions, enfin plus d'informations, là je pourrais peut-être prendre note de la question et puis qu'on puisse vous en donner un peu plus d'informations, hein. Ok, bah, pas Mais de problème. Et une voilà. nouvelle question. Remarquez-vous des augmentations de température dans les réseaux d'eau potable ces dernières années? Alors, la température de l'eau, donc là, alors effectivement, ce qu'on peut remarquer aussi, nous, c'est des températures d'eau. Alors, c'est vrai que c'est alors peut-être pas étonnamment, peut-être pas sur 2022, mais je crois que c'est 2019 ou 2020 où on a observé, ouais, effectivement, sur certains réseaux, des augmentations de température, et voilà, parce qu'il y avait certains maillages et qui sont un peu de renouvellement d'eau qui étaient peut-être encore, qui étaient peut-être insuffisants et qui ont amené effectivement avec à des dépassements de plus de 20 degrés. Donc ça peut s'observer effectivement, ponctuellement quand, des périodes en plus estivales au mois d'août, quand il y a peut-être un peu moins de monde aussi qui tire de l'eau. Donc ça, on a pu observer. C'est un phénomène voilà, oui, auquel on s'attend, hein, effectivement. Et surtout, c'est l'arrière-saison. Ce qui peut, là aussi, ce qu'on remarque, c'est que maintenant, même à l'automne, on peut encore avoir des eaux relativement chaudes. Et puis, c'est vrai, peut-être aussi derrière la gestion, je dirais, de la qualité bactériologique, hein, qui est un petit peu, qu'on se doit, voilà, d'être un petit peu plus fine. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres secteurs, mais nous, par exemple, alors, on retrouve des coliformes. Alors, je ne sais pas si d'autres collectivités sont concernées, mais c'était un paramètre qui est une référence de qualité, hein, mais on a aujourd'hui régulièrement là, des non-conformités sur les coliformes, ce qu'on n'avait pas par le passé, pas autant, quoi. Donc là, on s'interroge effectivement sur les raisons de cette recrudescence, on va dire, de résultats positifs sur ce paramètre-là. Soit c'est, voilà, on s'interroge sur l'analyse elle-même, hein, parce que est-ce qu'il y a il y a eu un changement au niveau de la qualité des milieux de culture qui fait que aujourd'hui, peut-être qu'on les retrouve, ils arrivent à mieux pousser qu'ils ne le poussaient auparavant. Est-ce qu'on est vraiment sur des coliformes, pas des coliformes? Ça, c'est aussi l'autre question à l'inverse. Et puis, où est-ce que vraiment, effectivement, ces bactéries sont un peu plus présentes, tout au moins on les détecte un petit peu plus sur nos réseaux. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas lié effectivement à des températures avec des développements un peu plus de biofilms, hein, voilà. Donc ça, c'est des points sur lesquels effectivement nous on s'interroge. Voilà. Je ne sais pas si ça répond Merci à beaucoup. la question. Je pense. En tout cas, merci beaucoup. Je vois plus de questions. Non, il y a une réponse en fait de Yannick Vernala de l'ARS en complément de la réponse de Mme Savet. Donc, recommandation de consulter les 2 tomes du guide FNCCR en accès libre, exploitation des petites unités de production et distribution d'eau potable. Voilà, donc merci beaucoup Yannick pour cette précision. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce web café. Merci beaucoup pour cette intervention et ce partage d'expérience. Merci à tous les participants pour votre participation active, aux intervenants évidemment pour ces présentations. S'il vous reste des questions complémentaires, en tout cas, on reste à disposition et vous pouvez nous transférer pour que on puisse en tout cas faire le lien avec les intervenants. Et puis, je laisse le mot de la fin à Nicolas Reynaud, donc de l'ARS. Merci Clément. Donc un petit mot très rapide pour tous vous remercier de votre participation. J'espère que ces rendez-vous rapides, efficaces du matin vous plaisent. On attend vos propositions de sujets si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez aborder. Et puis je vois que les PGSSE font se poser plein de questions à toutes les échelles, tous les niveaux.
Donc, c'est très bien, ça progresse et on voit que c'est faisable aussi bien dans les petits villages que dans les grandes collectivités. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à rejoindre la communauté PGTCE si ce n'est pas le cas. Et puis, on vous dit à tous à très bientôt dans les divers événements et futures actions que l'on va mener avec Hydreos sur la région Grand Est très très prochainement. Merci à tous. Au revoir, merci à tous.